Dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique se proclamait comme l'avant-garde du progrès social et de l'égalité des sexes. L'idéologie communiste, dans sa forme la plus orthodoxe, promettait l'abolition des hiérarchies et la libération totale de l'individu, indépendamment de son origine ou de son genre. Dans les discours du parti, la femme soviétique était un symbole de la nouvelle ère, travailleuse, mère, paysanne, ingénieure, soldate si nécessaire. Cependant, entre la rhétorique du Kremlin et la réalité quotidienne, un abîme difficile à ignorer existait. Dans les années 1930, alors que l'État s'industrialisait à une vitesse féroce sous les plans quinquennaux de Staline, des millions de femmes entrèrent sur le marché du travail, mais pas dans des conditions d'égalité. Elles étaient souvent reléguées à des tâches lourdes, peu rémunérées et sans reconnaissance. L'idéal d'émancipation cohabitait avec une société profondément patriarcale où les rôles domestiques restaient la norme. Les lois soviétiques accordaient aux femmes des droits civils inédits tels que le divorce, l'avortement légal et l'éducation technique, mais la tradition et la structure sociale continuaient de traîner les anciennes inerties de l'empire tsariste. La collectivisation forcée des campagnes eut également un impact dévastateur. Dans les villages, de nombreuses femmes se retrouvèrent seules après la déportation ou l'exécution de leurs maris considérés comme kulaks, des paysans riches ennemis de l'État. Elles durent s'occuper de la terre, des enfants et de la survie. Dans ce contexte émergea une génération de femmes endurcies par la pénurie, disciplinées et habituées à obéir au parti. Elles étaient, sans le savoir, le modèle parfait pour le type de combattante dont l'Union soviétique aurait besoin 10 ans plus tard. Dans les centres urbains, la propagande construisait l'image de la « nouvelle femme soviétique ». Des portraits héroïques de conductrices de tracteurs, d'ouvrières, de mineurs et de sportives ornaient les murs des usines et des écoles. L'État avait besoin que les femmes travaillent autant que les hommes, non seulement par idéologie, mais par nécessité économique. Pendant les années d'industrialisation, des millions d'hommes furent absorbés par l'armée rouge ou par la construction de grands projets d'infrastructures. Les femmes comblèrent ce vide, conduisant des trains, réparant des moteurs, manipulant des grues et étudiant l'ingénierie. Dans les académies militaires, cependant, leur présence restait marginale. L'armée rouge admettait principalement des femmes en tant qu'infirmières, médecins ou auxiliaires logistiques. L'idée d'une femme maniant un fusil ou participant à un combat direct était étrangère même aux plus fervents défenseurs de l'égalitarisme soviétique. La guerre civile russe avait laissé des exemples de femmes combattantes, mais l'institution militaire les considérait comme des exceptions romantiques, non comme des modèles à suivre. Pourtant, dans l'éducation jeunesse et paramilitaire, un changement profond se préparait. Le Ossoaviakhim, organisation de défense civile fondée en 1927, offrait aux jeunes des deux sexes une instruction de base au tir, à l'orientation, aux premiers secours et aux techniques de camouflage. Dans les clubs de tir de Leningrad, Moscou et Kiev, des milliers de jeunes filles apprenaient à manier le fusil Mosin Nagant, sans imaginer qu'un jour cette connaissance déciderait de la vie ou de la mort. Pour l'État soviétique, cet entraînement n'était pas une curiosité. Il faisait partie de l'endoctrinement patriotique. Les instructeurs, vétérans de la guerre civile, enseignaient que tirer était un acte de défense du socialisme. Lorsque l'Allemagne envahit la Pologne en 1939 et que la guerre commença en Europe, l'URSS observait les événements avec un mélange de prudence et d'ambition. Staline avait purgé le haut commandement militaire, laissant l'armée rouge affaiblie. Dans les casernes, on ne discutait pas encore de la participation des femmes au combat, mais les écoles de tir formaient toujours des volontaires qui considéraient l'arme comme un outil de libération et de fierté nationale. En 1941, le pacte de non-agression germano-soviétique fut rompu avec l'opération Barbarossa. Soudain, l'Union soviétique se retrouva plongée dans une guerre d'extermination. Pendant les premiers mois, des millions d'hommes furent anéantis ou capturés, et l'État dut les remplacer d'urgence. Pour la première fois, les femmes furent mobilisées non seulement comme infirmières ou cuisinières, mais aussi comme combattantes de première ligne. Le mot d'ordre du parti était clair. Chaque citoyen soviétique doit défendre la patrie, sans distinction de sexe. Le changement fut brutal et abrupt. Des milliers de femmes, poussées par le patriotisme,
le désir de vengeance ou la simple nécessité de survivre se portèrent volontaires. Certaines furent affectées à des unités d'artillerie ou de communication, d'autres à l'infanterie légère. Mais un petit groupe, doté d'une précision exceptionnelle et de nerfs d'acier, fut choisi pour une tâche beaucoup plus précise et létale, devenir tireuse d'élite. Cette décision, qui serait plus tard considérée comme l'un des paris les plus audacieux de l'armée rouge, naquit à la fois du désespoir et du pragmatisme. On découvrit que les femmes possédaient des compétences psychologiques et physiologiques qui les rendaient particulièrement efficaces dans la guerre de précision. Patience, attention aux détails, maîtrise émotionnelle. Des vertus qui, sur un champ de bataille gelé ou parmi les ruines d'une ville, pouvaient décider de la victoire d'un seul tir. La création des programmes soviétiques de tireuses d'élite. Lorsque les armées d'Hitler ont franchi la frontière soviétique en juin 1941, le commandement militaire du Kremlin a compris que la guerre ne serait ni courte ni conventionnelle. En quelques semaines, plus de 2 millions de soldats de l'armée rouge furent abattus ou faits prisonniers. Le chaos sur les fronts obligea l'État soviétique à mobiliser toutes ses ressources humaines. C'est alors qu'une idée jusque-là marginale prit un caractère stratégique, le recrutement et l'entraînement systématique de femmes comme tireuses d'élite. L'initiative ne provenait pas d'un élan propagandiste, mais d'un besoin pratique. Le haut commandement observa que, dans les zones occupées et à l'arrière, de nombreuses femmes sachant manier les armes participaient déjà comme partisanes ou défenseuses locales. Plusieurs d'entre elles avaient été formées au tir sportif via l'organisation OSOAVIAKHIM, où la précision était promue comme une vertu patriotique. Cette base civile se transforma en germe d'un corps militaire sans précédent. Le commissariat à la défense du peuple émit des ordres pour créer des unités féminines de tireuses d'élite. Les premiers appels furent publiés dans les journaux locaux et diffusés par les comités du Komsomol, la jeunesse communiste. Les bureaux de recrutement furent envahis par de jeunes femmes, paysannes, étudiantes, enseignantes, employées de bureaux, beaucoup à peine majeures. Le processus de sélection était strict. L'enthousiasme idéologique ne suffisait pas. Une excellente vue, une stabilité émotionnelle, une coordination fine et un dossier impeccable de discipline étaient exigés. Les sélectionnés étaient transférés dans des centres de formation répartis sur tout le territoire soviétique, mais le plus emblématique fut l'école centrale de tireuses d'élite de Podolsk, fondée en 1942 à environ 50 km au sud de Moscou. Ce lieu, au milieu de forêts denses et de bâtiments improvisés, devint le cœur du programme. La journée d'entraînement était implacable. Dès l'aube, les recrues couraient plusieurs kilomètres en portant des fusils Mosin Nagant à verrou, modèle 1891-30, avec lunettes PE ou PU. Les cours théoriques comprenaient la balistique, le calcul du vent, la compensation de distance, le camouflage et la survie en conditions extrêmes. Les instructeurs, des soldats vétérans endurcis par les échecs du front, enseignaient qu'un tireur d'élite devait penser comme un chasseur, patient, invisible et létal. Sur les champs de tir, on apprenait plus que tirer. Les femmes pratiquaient l'art du déplacement silencieux, le contrôle de la respiration, la lecture de l'environnement. Elles étaient entraînées à rester immobiles pendant des heures, résistant au froid et aux insectes sans révéler leur position. Elles apprenaient aussi à se camoufler dans l'herbe ou la neige, à couvrir leur visage de boue ou de suie, à imiter ombres et textures. La formation ne visait pas seulement la compétence technique, elle modelait une nouvelle psychologie où l'esprit devait dominer entièrement le corps. Le programme imposait un code éthique strict. Une tireuse d'élite ne devait pas tirer sous l'impulsion, ni révéler sa position en aucune circonstance. On lui apprenait à choisir le moment exact, à attendre le dernier souffle de l'ennemi, à anticiper la réaction du peloton adverse. Chaque tir était à la fois une décision morale et tactique. Les instructrices, nombreuses pionnières du mouvement, soulignaient que la responsabilité d'un seul tir pouvait changer le cours d'une bataille. À Podolsk et dans d'autres académies plus petites, la formation durait de 2 à 6 mois selon les performances individuelles. À la fin du cours, les meilleurs recevaient des insignes spéciaux et le grade de sous-officier. Celles qui montraient un sang-froid exceptionnel étaient désignées comme instructeurs de terrain, chargés de former de nouvelles recrues près du front. On estime qu'entre 1942 et 1945,
Plus de 2000 femmes ont complété la formation pour devenir des tireuses d'élite qualifiées de l'armée rouge. Le succès de ces écoles était dû en grande partie à l'adaptation méticuleuse du fusil Mosin Nagant. Bien qu'initialement conçu pour l'infanterie, sa version avec lunettes de visée fut modifiée pour des mains plus petites et des positions de tir plus basses. Les techniciens soviétiques comprirent que la stabilité corporelle féminine, avec un centre de gravité plus bas, pouvait offrir des avantages en précision. Dans les rapports de Podolsk, on mentionnait des cas de recrues capables d'atteindre des cibles à 600 mètres avec seulement 2 cm de déviation. La pédagogie militaire mettait également l'accent sur la résistance psychologique. Chaque élève devait s'habituer à l'isolement. Pendant les exercices, elles étaient envoyées seules dans la forêt où elles devaient rester 24 heures sans être détectées par les instructeurs. Celles qui étaient découvertes étaient éliminées du cours. Il ne s'agissait pas seulement d'apprendre à tirer, mais de forger le caractère, le sang-froid face à la mort, le calme face au chaos. La direction du programme fut assurée par des figures telles que le major Mikhail Nikitin et le lieutenant Alexei Korochilov, des vétérans croyant en la capacité des femmes à une précision létale. Nikitin soutenait que les femmes étaient moins sujettes à la panique et plus disciplinées dans l'exécution des ordres. Korochilov, de son côté, développa des techniques de camouflage inspirées des tactiques de chasse des peuples sibériens, adaptant tissus, branches et manteaux blancs qui se fondaient dans le paysage enneigé. La propagande soviétique découvrit rapidement la valeur symbolique de ces unités. Les actualités montraient de jeunes femmes au visage serein, tenant des fusils presque aussi grands qu'elles, souriant devant la caméra avant de retourner au front. Ces photos étaient publiées dans les journaux et sur des affiches avec des slogans tels que « Elle défend la patrie » ou « Chaque balle compte pour la victoire ». Dans un pays déchiré par l'invasion, ces images devinrent un stimulant émotionnel et un message politique. L'Union soviétique se battait de toutes mes forces, y compris celles des femmes. Parallèlement, des programmes régionaux furent créés en Biélorussie, en Ukraine, dans l'Oural et en Sibérie. Toutes les écoles n'avaient pas le même niveau d'exigence, mais elles partageaient un esprit commun. Dans chaque camp d'entraînement, des groupes de 10 à 12 femmes étaient formés, puis déployés en binôme, appelés « cellules de chasse ». La coopération était essentielle. L'une observait à la jumelle, l'autre tirait. Ce duo, dans un silence absolu, apprenait à communiquer par des gestes minimaux ou de simples mouvements de tête. La formation comprenait également l'étude de l'ennemi. Les tireuses d'élite apprenaient à identifier les grades allemands par les insignes, casques ou comportements. On leur enseignait à prioriser les cibles, officiers, observateurs, opérateurs radio ou artilleurs. L'objectif n'était pas d'accumuler des morts, mais de désorganiser la structure de commandement ennemi. Chaque tir devait avoir un but stratégique. Le résultat de cet effort fut un corps d'élite combinant discipline, précision et sang-froid inébranlable. À la fin de 1943, les tireuses d'élite faisaient partie intégrante de l'armée rouge. On estimait qu'elles opéraient sur presque tous les fronts, des ruines de Stalingrad aux forêts de Carélie. Dans des rapports confidentiels, des officiers allemands décrivaient la peur qu'elles provoquaient. Les snipers russes sont impitoyables, mais les femmes sont encore pires. Elles ne se reposent pas, ne ratent pas et ne se montrent pas. Parmi les diplômés de Podolsk émergèrent des noms légendaires. Lyudmila Pavlichenko, Tatiana Kostirina, Nina Petrova, Rosa Chanina, des femmes dont le nombre de morts confirmés rivalisait avec celui des meilleurs tireurs masculins du front. Leur renommée fut utilisée par l'État comme symbole de la victoire socialiste, mais derrière les portraits héroïques se cachait une réalité plus dure. Journées de solitude, faim et combats au corps à corps où une erreur signifiait la mort. Le programme de tireuses d'élite soviétique ne changea pas seulement la perception du rôle des femmes dans la guerre. Il redéfinit également l'idée de précision comme outil politique. Chaque tir de ces jeunes femmes était une affirmation du pouvoir de l'État, mais aussi une déclaration silencieuse d'indépendance individuelle face à l'ennemi. Les chiffres officiels n'étaient jamais exacts, mais les archives militaires déclassifiées des décennies plus tard révélèrent l'ampleur du phénomène. Plus de 11 000 femmes participèrent activement au combat comme tireuses d'élite ou assistantes de précision et plus de 500 furent décorées pour actes de bravoure. La moitié d'entre elles ne revint pas vivante. Le stéréotype brisé. Pourquoi les femmes se sont distinguées comme tireuses d'élite?
À une époque où la force physique semblait définir la valeur d'un soldat, la précision féminine est devenue une paradoxe que le monde a dû accepter au prix des balles. La guerre, qui décomposait toutes les valeurs sociales, a également effacé les frontières entre les genres. Là où le corps cessait d'avoir de l'importance, l'esprit imposait son règne. Et dans l'art du tir, les femmes soviétiques se sont révélées les plus mortelles. Les rapports de l'Armée rouge de 1942 à 1944 montrent une constante. Les tireuses d'élite obtenaient des taux de précision plus élevés, supportèrent mieux le stress du combat et commettaient moins d'erreurs impulsives que leurs homologues masculins. Ce n'était ni une coïncidence, ni une invention propagandiste. C'était le résultat d'une combinaison de traits psychologiques, physiques et sociaux forgés pendant des années de privation, de travail forcé et de discipline communiste. Contrairement à de nombreux jeunes recrues masculines, les femmes soviétiques arrivaient au front sans illusions héroïques. Elles avaient vu mourir leur famille sous les bombes, avaient survécu à la faim et connaissaient le prix du silence. Chez elles, la guerre ne suscitait pas un désir de gloire, mais une volonté froide de justice. Cette distance émotionnelle se traduisait par un avantage tactique. Elles pouvaient attendre immobiles pendant des heures, observant l'ennemi comme si le temps s'était arrêté. Les psychologues militaires soviétiques, en particulier le docteur Yuri Burlakov, ont analysé des dizaines de tireuses d'élite en 1943 pour comprendre l'origine de leur efficacité. Ils ont découvert que leur rythme cardiaque restait stable même dans des situations de danger extrême, que leur niveau d'adrénaline redescendait plus vite après un affrontement et que leur coordination visuelle était légèrement supérieure, notamment à des distances moyennes. Burlakov écrivait « Le tireur d'élite doit être une machine qui respire et calcule. Les femmes, par nature ou entraînement, atteignent cet état plus facilement que les hommes. » L'entraînement avait renforcé ces qualités, mais ne les avait pas créées. Depuis l'enfance, la femme soviétique avait été éduquée pour supporter et obéir. Dans les kolkhozes, le travail physique et la surveillance constante du parti enseignaient à ne pas montrer de faiblesse. Cette répression émotionnelle, imposée par la vie elle-même, est devenue un bouclier psychologique au front. Là où un soldat pouvait trembler au premier tir ennemi, elle se contentait de régler la lunette. La composante physiologique jouait également un rôle. Les femmes, avec moins de masse musculaire et un métabolisme plus lent, pouvaient rester immobiles plus longtemps sans trahir leur position par des mouvements involontaires. Leur respiration, plus lente et rythmique, favorisait la stabilité de l'arme. Les instructeurs de Podolsk l'appelaient le pouls silencieux, un rythme naturel permettant de presser la détente exactement entre deux battements de cœur. Mais la clé du succès féminin sur le champ de tir n'était pas seulement technique, elle était mentale. La tireuse d'élite devait accepter l'isolement absolu, rester seule pendant des jours, enterrée dans la neige ou la boue, attendant une occasion qui pouvait ne jamais arriver. Cette solitude brisait beaucoup d'hommes. Les femmes, en revanche, la transformaient en rituel. L'introspection que le monde civil considérait comme une faiblesse devenait une force mortelle. Les officiers allemands, déconcertés par l'apparition de ces tireuses invisibles, les décrivaient avec un mélange de peur et de mépris. Dans un rapport du groupe d'armées du Nord de 1943, un commandant allemand écrivait « Les Russes emploient des femmes qui tirent sans émotion, comme si elles n'avaient pas d'âme. Elles sont plus patientes que n'importe quel homme. Si l'une tombe, une autre prend sa place dans le même trou, avec la même froideur et la même expression vide. » Ils ne savaient pas que cette apparente froideur résultait d'une éducation idéologique et émotionnelle ayant effacé toute notion de souffrance individuelle. Sur le plan tactique, les femmes ont démontré une précision supérieure en milieu urbain, notamment dans les combats rapprochés. À Stalingrad, leurs compétences sont devenues cruciales. Les affrontements ne se déroulaient pas sur des champs ouverts, mais parmi les ruines, escaliers, fenêtres et décombres. Là où chaque ombre pouvait cacher un ennemi, la capacité féminine à observer, mémoriser et se déplacer sans bruit est devenue une arme. Les commandants soviétiques ont commencé à affecter des tireuses d'élite à des sections spécifiques des bâtiments, non pas comme soutien, mais comme instrument de terreur psychologique. La propagande a renforcé cette image. Les photographies montraient des visages jeunes et sereins, couverts de foulards blancs ou de bonnets en fourrure, tenant des fusils plus longs que leurs bras. Dans chaque portrait, il y avait une contradiction, l'innocence de la jeunesse et la froideur de l'exécution. Les magazines soviétiques les appelaient
fille de la patrie, tandis que les soldats allemands les surnommaient « démons en tresse ». L'impact psychologique sur l'ennemi fut énorme. Les rapports de renseignement allemands décrivent des unités entières paralysées par la peur d'être observées. Dans certains secteurs du front, les troupes évitaient de sortir la tête des tranchées pendant la journée. Les commandants allemands commencèrent à offrir des récompenses pour chaque tireuse abattue, et des rumeurs circulaient selon lesquelles les tireurs d'élite russes pratiquaient des rituels de vengeance. C'était une guerre dans la guerre, silencieuse, personnelle, invisible. Les soviétiques ont exploité cet effet. Les tireuses n'éliminèrent pas seulement des ennemis, elles désorganisèrent des régiments entiers. Leur simple présence dans un secteur pouvait ralentir une avance ou provoquer une retraite. Les unités de reconnaissance ennemies perdaient confiance. Les officiers évitaient de s'exposer. Dans ce contexte, les tireuses soviétiques devinrent des symboles d'une guerre totale, où chaque tir avait une valeur stratégique et morale. Mais leur efficacité suscita également des tensions internes. Certains officiers soviétiques regardaient avec méfiance la renommée de ces femmes. Dans une structure militaire dominée par les hommes, leur succès représentait un défi implicite à l'ordre traditionnel. Il y eut des rapports de sabotage, de tireuses envoyées à des positions impossibles ou laissées sans soutien. Pourtant, elles continuaient à démontrer que discipline, précision et intelligence pouvaient surpasser la force brute. Les histoires personnelles de ces femmes révèlent un schéma commun, une sérénité frôlant l'inhumanité. Rosa Chanina, l'une des plus célèbres, écrivit dans son journal « Je n'aime pas tuer, mais j'aime atteindre ma cible, c'est différent. Quand je vise, je sens que le monde s'arrête. » Sa phrase synthétise l'abîme psychologique dans lequel vivaient ces combattantes. La distance entre le devoir et la morale, entre l'obéissance et l'humanité. Dans les académies, les instructeurs observaient ce phénomène avec un mélange d'étonnement et de respect. Beaucoup avouaient que les femmes comprenaient mieux que les hommes le vrai sens du tir. Non un acte de violence, mais de contrôle absolu. Il ne s'agissait ni de force ni de courage, mais de maîtrise de la peur. Cette maîtrise les rendait invincibles. Les statistiques le confirmaient. À la fin de 1944, le pourcentage moyen de réussite des tireuses soviétiques dépassait 70%, contre 54% pour les tireurs masculins. Sur certains fronts, leur efficacité allait jusqu'à changer la tactique ennemie. Les troupes allemandes commencèrent à déployer des miroirs, de faux mannequins ou des mouvements de diversion pour tenter de les localiser. Presque jamais cela ne fonctionnait. Pendant ce temps, au sein de l'armée rouge, la figure de la tireuse d'élite devint un mythe national. Les jeunes femmes recevaient des décorations, des promotions et la visite de journalistes. Pourtant, derrière cette gloire se cachait le prix psychologique, l'aliénation. Beaucoup reconnaissaient qu'elles ne pouvaient plus dormir, que leur esprit répétait les tirs comme des échos sans fin. Lyudmila Pavlychenko, la dame de la mort. Lorsque l'invasion allemande a atteint l'Ukraine à l'été 1941, Lyudmila Mikhailovna Pavlychenko avait 25 ans, étudiait l'histoire à l'université de Kiev et rêvait de devenir professeure. Elle avait grandi dans un environnement discipliné, fille d'un ouvrier métallurgiste et d'une ouvrière d'usine. Depuis l'adolescence, elle avait montré une précision inhabituelle dans les clubs de tir OSOAVIAXHIM. Cette habileté, qui semblait alors une curiosité sportive, allait devenir son destin. Lorsque l'Allemagne traversa le Dniepr et commença à bombarder Kiev, Pavlychenko se porta volontaire au bureau de recrutement de l'armée rouge. L'officier responsable, en la voyant, crut qu'elle cherchait un poste d'infirmière. Elle posa son diplôme de tireuse sur la table et exigea d'être envoyée au front. Après plusieurs heures d'insistance, on lui remit un fusil Mosin Nagant et elle fut affectée à la 25e division de fusiliers Chapayev, déployée près d'Odessa. Dès son premier jour de combat, elle abattit 2 soldats allemands depuis une position de camouflage improvisée. À son retour au camp, son commandant demanda une confirmation visuelle, pensant qu'elle exagérait. Elle ne le faisait pas. Ces 2 tirs marquèrent le début d'une carrière qui ferait d'elle la tireuse d'élite la plus mortelle de l'histoire moderne. Pavlychenko développa rapidement une méthode personnelle. Contrairement à d'autres tireurs qui changeaient constamment de position, elle préférait préparer un seul point d'observation, étudiant la lumière, le vent et le terrain jusqu'à maîtriser chaque détail. Elle passait des heures immobiles, observant, attendant, respirant à peine.
L'ennemi ne savait jamais d'où viendrait le tir. Ses camarades disaient qu'elle avait le regard de quelqu'un qui n'appartenait plus au monde civil. À Odessa, pendant la défense de la ville, entre août et octobre 1941, elle affronta pour la première fois des snipers allemands entraînés. Elle participa à des duels de précision où une ombre ou un reflet pouvait décider qui mourrait en premier. Une fois, elle resta 3 jours complètement cachée derrière un mur effondré, sans dormir ni manger, attendant que son rival révèle sa position. Quand il le fit, Pavlyuchenko tira une seule fois. Cette balle lui valut sa première médaille. Avec la chute d'Odessa, son unité fut transférée à Sébastopol, en Crimée. Là, la guerre se transforma en enfer. Les troupes soviétiques étaient assiégées par l'air et la mer sous un bombardement constant. Pavlyuchenko continua de tirer. Fin 1942, elle avait déjà atteint 309 morts confirmés, dont 36 snipers ennemis. Les rapports militaires la décrivaient comme un modèle de discipline et de précision inégalée. Sa renommée croissait plus vite que le front. Les journaux soviétiques commencèrent à publier son nom et la propagande fit d'elle un symbole de résistance. Elle était jeune, attractive et mortelle. Sur les affiches, elle apparaissait en uniforme parfaitement repassé, le fusil sur l'épaule et un léger sourire. On la présentait comme la fille de l'Ukraine qui défendait la patrie avec un regard ferme et un pouls immobile. Malgré la mythification, Pavlyuchenko n'était pas une figure complaisante. Dans ses journaux, partiellement conservés, elle écrivait sur la tension permanente de la chasse, le froid qui paralysait ses doigts et la culpabilité silencieuse après chaque tir. Dans son journal, elle nota « Chaque ennemi tué signifie une vie de moins qui détruirait mon pays. Mais cela signifie aussi une voix qui ne parlera plus jamais. Sa pensée était pragmatique, non fanatique. Elle tirait par devoir, non par plaisir. » L'hiver 1942 fut dévastateur. Lors d'une offensive allemande, une explosion la blessa au visage par des éclats de grenades. Elle fut évacuée de Sébastopol par ordre direct du haut commandement, qui ne pouvait se permettre de perdre son héroïne nationale. À son arrivée à Moscou, elle fut accueillie par la presse et par Staline lui-même. Il la décora du titre de « héros de l'Union soviétique », la plus haute distinction militaire du pays. Son rôle changea alors. Le gouvernement décida de l'utiliser comme symbole diplomatique. En 1942, elle fut envoyée dans le cadre d'une mission officielle aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, pour convaincre les Alliés d'ouvrir un deuxième front en Europe. C'était la première fois qu'une femme soviétique de combat posait le pied sur le sol américain. Sa visite causa une forte impression. À Washington, elle rencontra Eleanor Roosevelt, épouse du président, avec qui elle développa une amitié sincère. Les médias occidentaux, cependant, ne savaient pas comment la traiter. Certains journalistes l'interviewaient comme une curiosité exotique. Ils lui demandaient si elle se maquillait sur le front ou si elle était attirée par les hommes qu'elle avait tués. Pavlyuchenko répondait avec un calme tranchant. Lors d'une conférence à Chicago, exaspérée par ces questions superficielles, elle répliqua « J'ai 309 morts à mon actif. Ne pensez-vous pas que j'ai déjà montré suffisamment de féminité ?» Son discours a traversé le pays et a transformé son image. La « Dame de la mort », comme l'ont surnommé les journaux américains, est devenue une icône de l'effort de guerre et un rappel que la guerre n'avait pas de genre. Sur les scènes, Pavlyuchenko parlait sans dramatisation, d'une voix ferme, racontant comment la précision pouvait changer le destin d'une bataille. À son retour en URSS, sa figure appartenait déjà à la mythologie soviétique. Cependant, sa vie après le front n'a pas été glorieuse. La guerre s'est terminée et l'héroïne s'est retrouvée dans un pays qui ne savait pas quoi faire de ses vétéranes. Rejetée par les commandements militaires en raison de sa célébrité et de son indépendance, elle a accepté un poste de chercheuse à l'université de Kiev. Pendant des années, elle a souffert de stress post-traumatique, de douleurs chroniques et de cauchemars. Elle est décédée en 1974, à 58 ans, dans le silence, loin du bruit des défilés. Aujourd'hui, son nom est gravé sur des monuments en Ukraine, en Russie et au Canada. Son fusil, conservé dans un musée de Moscou, porte encore les marques de la guerre. Chaque rayure sur le métal représente une histoire qui n'a pas pu être racontée. Lyudmila Pavlyuchenko incarnait la contradiction de son temps. Une femme façonnée par l'idéal communiste qui a trouvé dans la guerre à la fois une forme de liberté et de condamnation.
Son héritage a transcendé les frontières soviétiques. Elle a inspiré des générations de femmes militaires en Europe de l'Est, et sa figure a été étudiée par des psychologues de guerre comme exemple d'autocontrôle extrême. Sur le front de Sébastopol, elle est devenue une légende parmi ses camarades. Elle disait souvent « Si Pavlychenko vise, l'ennemi est déjà mort ». Nina Petrova est l'école de tireuses d'élite de Veshenskaya. Dans une guerre dominée par les jeunes, la figure de Nina Pavlovna Petrova se distinguait comme une anomalie. Lorsque l'invasion allemande a commencé, elle avait presque 50 ans, les cheveux gris et la sérénité de quelqu'un qui avait vécu trop de vie. Elle était professeure d'éducation physique à Leningrad, une femme habituée à la rigueur et à la discipline. Mais en 1941, lorsque les nazis assiégèrent la ville, Petrova ne chercha pas refuge. Elle se porta volontaire pour combattre. Son histoire allait transformer le concept même de ce qu'une tireuse d'élite pouvait être. Contrairement à Lyudmila Pavlychenko, dont la renommée grandissait sur le champ de bataille, Petrova deviendrait une légende en tant qu'instructrice. Dans les premiers mois de la guerre, elle fut affectée à un détachement de défense local, où elle enseignait aux jeunes recrues à tirer et à se déplacer parmi les ruines. Sa précision était chirurgicale. Quelques jours plus tard, les officiers comprirent que son talent dépassait de loin celui de la majorité des tireurs masculins. Elle fut rapidement transférée dans la région de Veshenskaya, sur le Don, où l'Armée rouge commençait à former sa première école formelle de tireuses d'élite avec une approche scientifique et systématique. L'établissement, improvisé dans d'anciens bâtiments scolaires, fut créé en 1942 par ordre du commissariat de la Défense. Petrova fut nommée instructrice principale, responsable de la formation des femmes venant de toutes les républiques soviétiques. Sous son commandement, l'école de Veshenskaya devint un laboratoire de précision et de discipline. Là, on n'enseignait pas seulement à tirer, on forgeait un état d'esprit. Petrova répétait une phrase qui devint célèbre parmi ses élèves. « Une bonne tireuse d'élite ne déteste pas l'ennemi, elle l'étudie. » La journée commençait avant l'aube. Les recrues couraient 3 kilomètres avec le fusil sur l'épaule, faisaient des exercices d'endurance, puis passaient au champ de tir. L'instruction combinait théorie balistique et entraînement psychologique. Petrova croyait que l'esprit était le véritable déclencheur. Le doigt exécutait seulement ce que le cerveau avait calculé. Elle leur apprenait à observer sans se presser, à lire la direction du vent dans les feuilles ou la neige, à écouter le silence. Si l'une d'elles bougeait trop ou respirait fortement, elle devait recommencer l'exercice depuis le début. Contrairement aux académies de Podolsk ou de Krasnodar, où dominait la rigueur militaire classique, l'école de Veshenskaya adoptait une approche presque artisanale. Petrova insistait pour que chaque tireuse développe son propre style. Certaines tiraient depuis une position basse, d'autres préféraient des hauteurs ou des structures en ruine. L'objectif n'était pas l'uniformité, mais l'efficacité. Sa philosophie était simple. L'ennemi ne voit pas une militaire, il voit une ombre. Et une ombre n'a pas de règle. Entre 1942 et 1944, plus de 1400 femmes passèrent par les salles de Veshenskaya, dont environ 700 furent envoyées directement au front comme tireuses d'élite certifiées. Les meilleures recevaient le grade d'instructrices auxiliaires et retournèrent sur le terrain pour former de nouvelles générations. On estime que les élèves de Petrova ont éliminé plus de 12 000 ennemis confirmés, un chiffre qu'aucune école de tir au monde ne pourrait égaler. Petrova ne se limitait pas à enseigner à distance. Elle accompagnait souvent ses élèves lors de missions d'entraînement réelles, observant leurs mouvements depuis les tranchées ou les collines. Sa silhouette, petite, sereine, le fusil posé sur ses genoux, inspirait le respect. Les officiers la surnommaient Baba Yaga à lunettes télescopiques, en référence à la sorcière mythique des contes russes, sage et redoutable à la fois. Mais pour ses élèves, elle était une mère et une maîtresse. Pendant les moments de repos, elle leur lisait des lettres de la maison ou parlait de livres, essayant de leur rappeler que la guerre ne devait pas effacer l'humanité. La réputation de l'école se répandit rapidement sur tout le front de l'Est. Les officiers demandaient des renforts de Veshenskaya lorsque la situation devenait insoutenable. Ces femmes étaient connues pour leur précision, leur discrétion et leur résistance à la peur. Petrova avait inculqué un code silencieux, ne jamais tirer sans but, ne jamais montrer son visage, ne jamais oublier le nom du premier ennemi abattu.
Elle disait que ce nom devait être gardé comme une prière, pour ne pas le répéter, pour ne pas se perdre. Parmi ses disciples les plus remarquables figuraient Rosa Chanina et Klavdia Kalugina, de jeunes femmes qui allèrent bientôt devenir célèbres pour leurs exploits en Biélorussie et en Prusse orientale. Elles se souvenaient toutes deux de Petrova comme d'une instructrice sévère mais juste. Chanina écrivait dans son journal « Quand Petrova marche, l'air semble la suivre. Elle ne craint ni le feu ni le froid. Elle nous enseigne que ce n'est pas la balle qui importe, mais le moment avant le tir. » En 1944, avec l'offensive soviétique avançant vers l'ouest, l'école fut temporairement déplacée près du front afin d'accélérer la préparation des nouvelles recrues. Petrova, qui approchait déjà des 60 ans, insista pour les accompagner. Elle refusa les permissions médicales et les offres de retraite. À l'hiver de la même année, elle fut affectée au corps de tireurs d'élite du 3e front biélorusse, où elle continua à diriger des opérations de tir de précision en combat réel. Son expérience devint inestimable lors des batailles dans les forêts et villages gelés. Petrova appliquait des méthodes de camouflage avancées. Elle utilisait des draps, des branches gelées et des morceaux de verre poli pour réfléchir la lumière et confondre les observateurs ennemis. À plusieurs reprises, elle réussit à faire en sorte que de petits groupes de tireuses éliminent des commandos entiers sans subir de pertes. Les troupes allemandes commencèrent à craindre les forêts du Don, où les arbres semblaient les observer. Le 1er mai 1945, à peine une semaine avant la fin officielle de la guerre en Europe, le véhicule militaire transportant Petrova fut atteint par le feu ennemi près de la ville allemande de Rostock. Elle mourut instantanément. La nouvelle fut accueillie avec tristesse dans toute l'Union soviétique. Ses élèves, dispersés sur le front, l'apprirent quelques jours plus tard, alors que Berlin était déjà tombé. Dans leur cahier, beaucoup écrivirent son nom à côté des coordonnées du dernier tir. À titre posthume, Nina Petrova fut décorée de l'Ordre de la Gloire et de la Médaille du Courage, bien que sa figure n'atteignît pas la notoriété médiatique de Pavlychenko. Cependant, son influence fut plus profonde. Son école, sa méthode et son héritage perdurèrent pendant des décennies dans les manuels militaires soviétiques. Dans l'après-guerre, ces techniques de camouflage, d'observation et de tir sélectif furent étudiées par des tireurs d'élite du monde entier. En 1965, une de ses anciennes élèves, déjà âgée, écrivit dans une lettre au ministère de la Défense « Elle nous a appris à tirer, mais surtout elle nous a appris à attendre. Et dans l'attente, nous avons appris à ne pas avoir peur. » Cette phrase, gravée aujourd'hui sur une plaque commémorative à Veshenskaya, résume mieux que toute biographie la philosophie de Petrova, la maîtrise absolue du temps et de l'esprit. Le rôle de l'école qu'elle dirigea ne se limita pas à la formation technique. Dans son essence, ce fut un acte politique, l'institutionnalisation de la femme comme combattante autonome au sein de l'armée rouge. Sous son commandement, la précision cessa d'être un talent individuel pour devenir une doctrine. Dans les derniers mois de la guerre, lorsque les fronts s'effondraient et que les villages disparaissaient de la carte, ces tireuses opéraient comme des gardiennes invisibles de l'avancée soviétique. Elles étaient les yeux de l'offensive, le pouls qui ne tremblait pas. Dans les neiges du Don, où elle avait jadis entraîné des centaines de femmes, subsistent encore des fragments de ces champs de tir. Parmi eux, des restes d'étuis rouillés et de vieilles lunettes de visée couvertes de terre. Ce sont les traces d'une génération qui a appris à tuer sans haine, seulement avec détermination. Les tireuses d'élite dans la défense de Stalingrad. Stalingrad fut plus qu'une bataille, ce fut une fissure dans le temps. Là où la poussière des usines se mêlait à la fumée des incendies, l'Union soviétique misait sur sa survie. Parmi les ruines de la ville industrielle se déroulait une guerre qui transformait chaque fenêtre en tranchée, chaque escalier en embuscade, chaque ombre en menace. Et dans ce labyrinthe urbain, silencieuse et invisible, opéraient les tireuses soviétiques. Lorsque les Allemands lancèrent l'offensive à l'été 1942, la Wehrmacht comptait sur une victoire rapide. Mais Stalingrad ne tomba pas. La rivière Volga, qui bordait la ville, devint une frontière entre le monde des vivants et l'enfer. L'armée rouge résistait mètre par mètre, et les femmes faisaient partie de cette résistance. Parmi les milliers qui avaient à refréquenter les écoles de Podolsk et Veshenskaya, beaucoup furent envoyés sur le front sud. On estime que plus de 400 tireuses participèrent directement à la défense de Stalingrad. La ville, détruite par les bombardements,
offraient un terrain parfait pour leur travail. Les façades perforées, les bâtiments calcinés et les tas de débris créaient un réseau de positions naturelles. Les tireuses se déplaçaient entre les ruines et les caves, observant depuis des trous dans les murs ou des tours d'usine. Au milieu des gravats et de la suie, le camouflage devint un art. Elles utilisaient des chiffons, de la poussière, voire des cadavres pour couvrir leur corps. Elles apprirent à se fondre dans l'environnement, à disparaître sous le regard de l'ennemi. Le travail d'une tireuse à Stalingrad n'était pas seulement de tirer, c'était résister à la peur. Le combat était si proche qu'elles entendèrent souvent les voix des Allemands, le craquement de leurs bottes sur le verre, les ordres en allemand résonnant dans les couloirs en ruine. Parfois, elles attendèrent des heures pour un seul tir. Chaque balle devait justifier le risque. En une journée ordinaire, une tireuse pouvait tuer 2 ou 3 ennemis, mais le plus important était l'effet psychologique, la terreur invisible qui paralysait les troupes adverses. Les récits de cet hiver sont fragmentaires, presque anonymes. On sait que des groupes de tireuses opéraient en cellules de 2 ou 3 femmes, coordonnées par des unités d'infanterie. Dans le district central de Stalingrad, les tireuses du 200e régiment de fusiliers étaient responsables de l'élimination de plusieurs observateurs ennemis postés dans des tours de communication. Parmi elles se trouvait Yevgenia Makeva, 22 ans, qui abattit un officier allemand à plus de 600 mètres en pleine neige, un tir que ses camarades se souviendraient comme la balle blanche. L'ennemi répondit également. Les Allemands déployèrent des tireurs d'élite, beaucoup vétérans du front ouest. Ainsi naquit une guerre parallèle, les duels de tireurs. Il n'y avait ni règle, ni pitié. Si l'un tombait, l'autre ne bougeait pas jusqu'à confirmation. L'attente pouvait durer des jours. Dans les ruines d'une usine métallurgique, la jeune Anastasia Stepanova maintint un affrontement avec un tireur allemand pendant 48 heures. Lorsqu'elle le tua, elle trouva à côté du corps un carnet avec la phrase « Je chasse une femme qui ne respire pas ». La précision féminine surprenait les deux camps. Les officiers soviétiques commencèrent à assigner aux tireuses d'élite des missions d'élimination sélective, officiers ennemis, opérateurs radio, éclaireurs. Leurs rapports mentionnaient non seulement les pertes, mais aussi les effets sur le moral de l'ennemi. Un seul tir, au bon moment, pouvait disperser un peloton entier. Le pouvoir psychologique de ces femmes était incalculable. Parmi les noms les plus mémorables figure Rosa Chanina, qui, bien qu'elle atteigne sa renommée plus tard en Prusse orientale, participa aux combats urbains de Stalingrad comme observatrice en formation. Elle écrivit plus tard « L'odeur de la poudre était plus forte que celle de la vie. J'ai appris qu'un long silence peut tuer plus qu'une balle. » Ce silence qui précédait chaque tir définissait l'atmosphère de la ville. Les tireuses d'élite affrontaient également leur propre corps. Les températures descendaient à moins 20 degrés. Rester immobile signifiait se geler. Certaines s'enveloppaient dans des couvertures ou se couvraient de morceaux de peau arrachés aux uniformes ennemis. D'autres allumaient de petites braises cachées sous le sol pour ne pas mourir d'hypothermie. Aucune ne se retirait. Selon les mots du commandant Tchouikov, elles étaient plus résistantes que l'acier des usines qu'elles défendaient. La formation préalable dans des écoles comme Veshenskaya avait préparé les femmes à ce type de combat. Elles savaient calculer la trajectoire du vent qui se faufilait entre les murs détruits, distinguer les reflets des lunettes télescopiques dans les fenêtres brisées ou reconnaître l'ombre d'un casque sur la neige. Elles étaient des chasseuses dans une ville dévorée par la faim et les éclats d'obus. Chaque mission comportait un risque extrême. Être découverte signifiait la mort immédiate. Les Allemands tiraient de l'artillerie sur tout point suspect, réduisant des immeubles entiers en poussière pour éliminer une seule tireuse. La ville devint un terrain de précision. Dans les rues Lénine, Krasnaya et Beketova, les tireuses opéraient depuis les toits ou les caves, ne se déplaçant que la nuit. Certaines travaillaient en coordination avec des éclaireurs qui attiraient l'attention de l'ennemi pour permettre le tir final. Dans les rapports d'octobre 1942, plus de 3000 pertes ennemies furent attribuées exclusivement à des tireurs d'élite, dont un quart étaient des femmes. L'affrontement le plus emblématique fut celui de la maison de Pavlov, une fortification improvisée où une garnison soviétique résista pendant 2 mois. Aux étages supérieurs, 2 tireuses maintenaient un feu constant sur les accès.
Leur précision empêcha les Allemands de s'approcher à moins de 100 mètres pendant des semaines. Aucune d'elles ne survécut, mais leur intervention fut enregistrée dans les rapports officiels comme cruciale pour la défense du secteur. Les femmes ne tuaient pas seulement, elles observaient, rapportaient, anticipèrent les mouvements. Les informations qu'elles transmettaient sauvèrent d'innombrables vies. Dans une guerre où la communication était chaotique, leur silence était une forme de langage. Quand une tireuse signalait une cible, l'artillerie répondait sans poser de questions. L'impact psychologique de leur présence fut tel que les soldats allemands commencèrent à écrire dans leurs lettres le mot « Heckenschützin », c'est-à-dire tireuse d'élite, comme synonyme de mort inévitable. Les commandants allemands devaient renforcer le moral en rappelant que aucune femme ne peut surpasser un soldat allemand. Mais dans les ruines de Stalingrad, la réalité démontra le contraire. La combinaison de précision féminine, de connaissance du terrain et de résistance mentale fit des tireuses soviétiques des pièces clés du siège. Quand enfin, en février 1943, la reddition allemande devint imminente. Beaucoup d'entre elles restaient en position, encore visant, encore attendant. La fin de la bataille n'apporta aucun soulagement. Seulement un silence dense, couvert de fumée et de cadavres. L'écho de Stalingrad résonna dans toute l'Union soviétique. Les tireuses devinrent un symbole du sacrifice extrême, du patriotisme anonyme. Mais tandis que certaines célébrèrent la survie, d'autres étaient envoyées au nord, où les températures seraient encore plus cruelles et le combat plus silencieux. Le rôle des tireuses d'élite, à Leningrad et dans d'autres lieux du front nord. Le siège de Leningrad fut une blessure ouverte qui dura 872 jours. Plus qu'une bataille, ce fut une épreuve de résistance collective face à la faim, au froid et à la mort. Lorsque les armées allemandes encerclèrent la ville en septembre 1941, elle fut isolée du reste du pays. L'hiver arriva avec une brutalité que même les plus âgés ne se souvenaient pas. Et au milieu de cette désolation, les tireuses soviétiques trouvèrent leur scénario le plus extrême. À Leningrad, la guerre n'avait pas de front défini. L'ennemi était de l'autre côté de la Neva, derrière les murs gelés et les usines silencieuses. Les rues étaient des cimetières de glace, les bâtiments des ruines habités par des ombres. Là, les tireuses opéraient dans des conditions impossibles. Le thermomètre indiquait moins 30 degrés. Les armes gelaient, les lunettes de visée se couvraient de buée à cause du souffle. Pourtant, elles tiraient. Chaque balle devait traverser non seulement l'ennemi, mais aussi l'air dense du désespoir. Les femmes du 3e armée de choc et de la 42e armée étaient principalement responsables du contrôle des accès au nord de la ville. Elles opéraient depuis les toits, les clochers d'église, les usines abandonnées et les bâtiments à moitié détruits. Les nuits sans lune, elles traversaient le fleuve gelé pour atteindre de nouvelles positions. Elles se déplaçaient en silence absolu, rampant sur la neige, couvertes de manteaux blancs cousus à la main. Leur camouflage se confondait avec le paysage arctique. Elles étaient des spectres dans un monde sans couleur. Le froid était l'ennemi le plus constant. Les doigts collaient à la détente. Les sourcils se couvraient de givre. Pour éviter que la respiration ne trahisse leur position, beaucoup enveloppaient leur bouche de gaz ou d'écharpe. Le fusil devait rester sec. Un seul cristal de glace pouvait dévier le tir. Avant de viser, elles réchauffaient la crosse avec leurs mains nues, même si cela impliquait le risque de gelure. Elles avaient appris à calculer la vitesse du vent entre les flocons et à distinguer la lumière de l'aube des reflets d'un casque allemand. Les conditions extrêmes du front nord ont façonné une nouvelle forme de précision. Les tireuses ne dépendaient plus seulement de la vue, mais de l'ouïe. Elles écoutaient les pas sur la neige, le froissement des branches, le sifflement de l'air entre les débris. En Carélie, près du lac Ladoga, une tireuse nommée Yelena Kuznetsova a pu abattre un ennemi dans l'obscurité totale, guidée uniquement par le son d'une pelle creusant dans la glace. Le lac Ladoga fut également leur voie de vie et de mort. Lorsque la glace était suffisamment épaisse, les convois soviétiques traversaient la route de la vie pour approvisionner la ville assiégée. Les tireuses surveillaient les marges de cette route depuis des tranchées improvisées, protégeant les transports des attaques d'artillerie et des saboteurs. C'était un travail silencieux et mortel. Elles restaient souvent 3 jours immobiles, cachées dans la neige, se nourrissant de morceaux de pain gelé et de thé glacé. Dans les secteurs de Nevskaya Dubrovka et Pulkovo, les tireuses devinrent une partie essentielle du dispositif défensif. Elles opéraient par paires,
alternant les tours pour éviter l'épuisement. L'une observait pendant que l'autre visait. Dans ces conditions, la patience était la seule forme de survie. Quand l'ennemi n'apparaissait pas, elle restait immobile, jusqu'à ce que le corps commence à s'engourdir sous le froid. Certaines moururent congelées, encore l'œil collé à la lunette. Dans les archives de l'armée rouge, des fragments de leurs rapports sont conservés. Secteur nord-ouest, 3 pertes confirmées. Neige à 40 cm, température -25, aucun mouvement depuis 14 heures. La précision du langage militaire ne laissait aucune place à l'émotion, mais entre les lignes, on devine la dimension humaine du sacrifice. Chaque chiffre, chaque coordonnée était la trace d'une femme qui, seule dans la glace, soutenait une guerre qui semblait ne jamais finir. L'ennemi comprit également leur efficacité. Les Allemands commencèrent à utiliser des snipers finlandais, experts en camouflage arctique, pour les contrer. Ces duels, menés en silence sous un ciel blanc, étaient presque rituels. Il n'y avait ni feu croisé, ni bruit d'explosion, seulement le son sec d'un tir, puis plus rien. Dans la neige, un corps restait immobile et l'autre continuait d'attendre. La présence féminine sur le front nord eut un impact particulier sur le moral soviétique. Dans une ville où la population civile mourait de faim, les histoires de femmes combattant au front se transformèrent en une forme d'espoir. Les journaux locaux publiaient leurs noms, parfois accompagnés de dessins ou de vers patriotiques. L'une d'elles, Marina Oktyabrskaya, écrivit dans une lettre « La neige ne fait pas de pitié, moi non plus ». Sa phrase fut reproduite sur les murs de Leningrad comme un slogan de résistance. Plus au nord, à Mourmansk et sur la péninsule de Kola, les tireuses opéraient sous le soleil polaire. Là, l'ennemi n'était pas la faim, mais la lumière perpétuelle. Les nuits disparaissaient pendant des semaines et tout mouvement pouvait être vu à des kilomètres. Les femmes inventèrent des camouflages à base de branches et de tissus peints, profitant des reflets des fjords. En été, les insectes étaient une torture constante. En hiver, la glace rendait impossible tout mouvement silencieux. Pourtant, elles maintinrent leur position contre les divisions de montagne allemandes et les unités finlandaises. Les tireuses du Nord apprirent aussi à travailler comme éclaireuses. Elles étaient les yeux du front, observant de loin, marquant des cibles pour l'artillerie ou enregistrant l'avancée ennemie. Leur rapport le plus précieux n'était pas un tir, mais une observation précise. Dans une guerre d'usure, chaque information comptait. Parmi les vétéranes du front de Leningrad, Valentina Belova se distinguait, une jeune fille de seulement 19 ans qui survécut aux 3 hivers du siège. Son bilan officiel était de 108 ennemis abattus. Dans son journal retrouvé après sa mort, elle écrivit « La neige couvre tout, même les noms, mais la lunette ne ment pas. Là où je pose l'œil, le monde s'arrête. » Cette phrase devint une sorte de prière parmi les tireuses qui suivirent ses pas. Avec le temps, le siège de Leningrad devint un symbole de la résistance soviétique. Les tireuses ne défendèrent pas seulement des positions. Elles défendaient l'idée même de survie. Alors que les civils mouraient de froid chez eux, elles maintenaient la ligne invisible qui séparait la ville de l'extermination. Leur précision était une forme d'espoir. Chaque ennemi éliminé signifiait quelques heures de vie supplémentaires pour ceux qui résistaient encore. Lorsque le blocus fut finalement levé en janvier 1944, beaucoup de ces femmes étaient mortes ou méconnaissables à cause de la famine. Les survivantes retournèrent en ville avec des uniformes en lambeaux et des doigts mutilés par le gel. Elles furent accueillies dans le silence. La guerre continuait sur d'autres fronts, et il n'y avait pas de temps pour les héros. Ce n'est que bien plus tard que l'on comprit le rôle qu'elles avaient joué pour soutenir le moral et l'équilibre de la défense. Le front nord avait démontré que le froid pouvait être un ennemi aussi impitoyable que le feu. Et dans cette immensité glacée, les tireuses soviétiques apprirent à l'utiliser à leur avantage. La glace devint leur camouflage, le vent leur allié, la neige leur complice. Elles avaient transformé la nature elle-même en arme. Lorsque les divisions allemandes commencèrent à se retirer vers l'ouest, les tireuses du nord continuèrent d'avancer en silence, couvrant les traces des soldats fuyards. Derrière elles, la toundra était semée d'étuis rouillés et de corps congelés, témoins muets d'une guerre sans frontières. Mais dans les cieux du sud, un autre type de femme menait une bataille différente. Elle ne tirait pas depuis le sol, mais depuis les airs. Tandis que les tireuses opéraient dans l'ombre, elles attaquèrent la nuit, laissant tomber des bombes depuis de vieux biplans en bois.
Elles étaient les ennemis invisibles du ciel, redoutés par les Allemands sous le nom de sorcières de la nuit, les sorcières nocturnes contre les tireuses d'élite. Dans le vaste théâtre de la guerre soviétique, la figure de la femme combattante a pris de nombreuses formes. Dans les airs et sur terre, des milliers d'entre elles luttaient pour la même cause, mais avec des moyens radicalement différents. Alors que les tireuses d'élite agissaient en silence, cachées sous des couches de neige ou de poussière, les pilotes du 588e régiment de bombardement de nuit, connu des Allemands sous le nom de « sorcières de la nuit », sillonnèrent le ciel au rugissement de moteurs vieillissants et au fracas des bombes. Toutes deux incarnaient la transformation de la femme soviétique en instrument de guerre, invisible ou bruyante, mais tout aussi redoutée. Le surnom de « sorcières de la nuit » n'était pas une invention soviétique, mais allemande. Les soldats de la Wehrmacht, incapables de détecter les avions avant la chute des bombes, affirmaient entendre le bruit de balais volant dans l'obscurité. Ces rustiques biplans Polikarpov Po 2, en bois et toile, avançaient lentement sur les lignes ennemies, sans lumière, sans armement défensif, pilotés par de jeunes femmes à peine sorties de leur formation. Le contraste avec les tireuses d'élite était absolu. Là où les unes tiraient une seule balle précise, les autres déversaient le feu depuis le ciel. Et pourtant, l'esprit était le même. Les tireuses d'élite et les aviatrices partageaient la même origine idéologique. Le projet d'égalité absolue promu par l'État soviétique et forgé dans la nécessité d'une guerre totale. Les deux unités étaient le produit du même moment historique, lorsque le pays, au bord de l'effondrement, décida que le genre n'avait plus d'importance. Seul comptait l'efficacité. Le 588e régiment fut créé en 1942 à l'initiative de Marina Raskova, aviatrice célèbre et héroïne nationale, qui convainquit Staline de former 3 unités aériennes exclusivement féminines. L'une d'elles, le bombardement de nuit, allait rapidement devenir légendaire. Les vols se faisaient dans l'obscurité totale, sans radio, sans instruments, sans guidage. Les pilotes volaient par paires, de la même manière que les tireuses d'élite agissaient sur le terrain. L'analogie était parfaite, l'une observait, l'autre exécutait. Les risques étaient également similaires. Une balle ou une rafale suffisait à mettre fin à la mission. Si elles étaient abattues, les aviatrices n'avaient pas de parachute. Elles savaient que la capture signifiait torture ou mort. Les tireuses, quant à elles, couraient un destin tout aussi silencieux. Découvertes, elles étaient exécutées sans pitié. Aucune ne s'attendait à revenir vivante. Elles partageaient cette fatalité implicite, accomplir le devoir même si le prix était l'existence. L'État soviétique sut exploiter cette dualité pour sa propagande. Dans la presse, les sorcières de la nuit représentaient l'audace, les tireuses, la précision. L'une était la flamme, l'autre la glace. Les premières incarnaient l'attaque, les secondes la défense. Mais toutes deux furent présentées comme des symboles de la puissance morale de la femme socialiste, capable d'égaler ou de surpasser l'homme dans tout domaine de sacrifice. Dans les journaux de 1943, les portraits de pilotes souriantes et de tireuses couvertes de boue apparaissaient côte à côte sous le même slogan « L'ennemi craint autant le ciel que la terre ». En réalité, il existait entre elles une profonde admiration mutuelle. Les aviatrices survolaient les positions où se cachaient les tireuses. Depuis les airs, elles voyaient les éclairs des tirs solitaires. Depuis le sol, les tireuses entendaient le bourdonnement lointain des moteurs dans la nuit. Elles ne se connaissèrent pas, mais savaient qu'elles étaient des compagnes d'une même cause. Les journaux personnels des deux branches mentionnent ce lien silencieux. Une pilote écrivit « Quand j'entends le tir d'une tireuse, je sens que le sol combat aussi avec moi. » Les sorcières de la nuit étaient le visage visible de la terreur soviétique nocturne. Leur mission interrompait le sommeil des Allemands, les maintenant dans un état de vigilance constante. Les tireuses faisaient de même pendant la journée. Chaque aube devenait une menace invisible. Ensemble, les deux forces exerçaient une pression psychologique constante sur l'ennemi. La guerre moderne devenait un spectacle de précision et de peur. Pourtant, leur vie quotidienne était opposée. Les aviatrices revenaient à leur base après chaque vol, partageant thé, rires nerveux et mécaniciens improvisés. Les tireuses passaient des journées entières, enterrées dans les tranchées, sans contact humain. Les unes affrontaient le danger en mouvement, les autres dans l'immobilité absolue.
Toutes deux apprirent à vivre avec la mort, mais de façon différente. Celles de l'air l'affrontèrent face à face, celles du sol l'attendaient en silence. En termes tactiques, les deux corps ont démontré une efficacité surprenante. Les sorcières de la nuit ont effectué plus de 23 000 missions et largué plus de 3 000 tonnes de bombes sur des positions allemandes. Pour leur part, les tireuses d'élite ont confirmé des dizaines de milliers de pertes individuelles et ont démantelé des unités entières par l'élimination sélective des officiers. L'une représentait la guerre industrielle, l'autre la guerre personnelle. Mais si l'aviation féminine a été célébrée avec des honneurs publics, les tireuses d'élite portaient une aura plus sombre. La propagande soviétique préférait montrer des héroïnes volant dans le ciel, pas des femmes tirant à distance sur des visages humains. Le fusil suscitait un malaise que la société préférait ne pas regarder en face. L'avion était héroïque, le tireur d'élite nécessaire. Les sorcières de la nuit étaient glorifiées comme courageuses et gracieuses, tandis que les tireuses étaient décrites avec un respect distant. La gloire et le silence, deux destins du même sacrifice. Pourtant, les lignes qui les séparaient étaient fines. En 1944, plusieurs vétéranes du front terrestre furent invitées à visiter des bases aériennes où elles rencontrèrent les pilotes. Sur une photographie prise en Pologne, elles apparaissent ensemble, certaines couvertes de boue, d'autres de suie. Elles sourient les bras croisés, sans savoir que ces images seraient utilisées dans les années suivantes comme symbole d'un même mythe, la femme soviétique transformée en arme. L'ennemi ne faisait pas de distinction entre elles. Pour les Allemands, toutes étaient des sorcières, des créatures défiant la logique du champ de bataille. Ils les appelaient ainsi non seulement par peur, mais par incompréhension. Dans leur mentalité, une femme ne devait ni tuer ni piloter, et encore moins le faire avec autant d'efficacité. Lors des interrogatoires de prisonniers, les officiers allemands décrivaient la perplexité de leurs troupes. Ces femmes ne ressentent aucune pitié, elles sont comme le climat russe, froides et constantes. À la fin de la guerre, les deux unités partagèrent le même destin. Les survivantes furent honorées, mais rapidement reléguées au silence. L'Union soviétique, victorieuse, ne savait pas comment intégrer des femmes ayant vécu la guerre avec une intensité égale ou supérieure à celle des hommes. Certaines aviatrices purent poursuivre leur carrière dans l'aviation civile ou militaire. Les tireuses d'élite, en revanche, retournèrent dans l'invisibilité. Beaucoup ne trouvèrent pas de travail. D'autres ne parlèrent jamais de ce qu'elles avaient fait dans les manuels soviétiques ultérieurs. Il était dit que les aviatrices représentaient la volonté de mouvement et les tireuses, la volonté de contrôle. Les deux étaient des expressions du même principe psychologique, l'élimination de la peur par la répétition. Sur le front, cependant, cette théorie avait un visage. Les sorcières de la nuit illuminaient la nuit par le feu. Les tireuses éteignaient le jour par le silence. Entre elles, l'ennemi apprit une leçon, que la guerre soviétique avait deux visages, et les deux étaient féminins. Mais au-delà de la précision et du courage, il y avait quelque chose de plus profond. Dans les journaux récupérés de ces combattantes, le mot « peur » revient sans cesse. Non pas pour mourir, mais pour échouer. Échouer signifiait gaspiller une balle, une bombe, un effort collectif. Dans cette peur partagée, le ciel et la terre s'unissaient. L'utilisation de la peur comme arme. Dans la guerre moderne, la précision et la psychologie convergent. Il ne suffit pas de tuer l'ennemi, il faut briser sa volonté. Sur le front de l'Est, les tireuses d'élite soviétiques ont compris que la peur pouvait être aussi efficace que la balle. Leur arme n'était pas seulement le fusil, mais la sensation invisible qu'elles laissaient après chaque tir, la certitude que quelqu'un observait, en silence, depuis un lieu inconnu. La peur ne se voyait pas, mais on la respirait. Les soldats allemands la décrivaient comme un poids sur la nuque. Une présence constante, l'écho d'un tir isolé suffisait à paralyser toute une compagnie. Personne ne savait d'où venait la mort ni quand elle reviendrait. Cette incertitude, plus que le danger réel, était le vrai pouvoir des tireuses d'élite. Elles étaient invisibles, inaccessibles, et leur létalité résidait précisément dans ce qu'on ne voyait pas. Dans les manuels de combat de la Wehrmacht, on a même inclus une section spéciale sur la façon d'affronter les tireuses d'élite soviétiques. Les recommandations étaient presque inutiles. Se déplacer en zigzag, éviter les reflets, ne pas fumer, ne pas dépasser la tête. Mais rien ne pouvait les protéger de la paranoïa. Chaque fenêtre brisée, chaque trou dans un mur, chaque ombre dans la neige pouvait cacher un regard mortel.
Le front de l'Est est devenu un territoire psychologique où les Allemands ont appris que l'ennemi le plus redouté ne faisait pas de bruit. Les tireuses d'élite comprirent vite que cet effet faisait partie de leur mission. Les instructeurs soviétiques l'enseignaient explicitement. « Ne tirez pas toujours, parfois il suffit qu'on vous entende. » L'usage calculé du silence était encouragé. Un seul tir bien exécuté pouvait déclencher des heures de panique, ralentissant l'avancée ennemie et générant des soupçons internes parmi les officiers. Les Allemands ont commencé à se méfier de leurs propres mouvements, de leurs propres cartes. Dans les rapports de 1943, un commandant écrivit « L'ennemi a appris à se battre avec l'air, il tue sans se montrer. Il nous oblige à craindre même lorsqu'il n'est pas là. » La peur devint une tactique d'usure. À Stalingrad, Leningrad, Smolensk ou Sébastopol, les tireuses d'élite étaient affectées à des secteurs où il fallait interrompre le moral ennemi. Elles restaient cachées pendant des jours, tirant sporadiquement pour entretenir la sensation d'une surveillance constante. Elles ne cherchaient pas à tuer davantage, mais mieux elles savaient que l'esprit humain ne supporte pas la peur prolongée. À chaque journée de tension, la fatigue et la paranoïa faisaient le reste. Les Allemands commencèrent à imaginer des contre-mesures désespérées dans les tranchées. Ils accrochaient des casques sur des perches pour provoquer des tirs. Ils plaçaient des mannequins ou des miroirs comme appât. Les tireuses d'élite tombaient rarement dans le piège. Elles attendaient. Elles observaient. Parfois, elles laissaient l'ennemi croire les avoir vaincus, juste pour tirer des heures plus tard, quand la peur s'était transformée en confiance. Dans la guerre psychologique, la patience était l'arme la plus cruelle. Pour les tireuses soviétiques, la peur n'était pas seulement un instrument externe, c'était aussi un ennemi intérieur. Elles apprirent à cohabiter avec elle, à la respirer, à la dominer jusqu'à en faire partie du rituel du combat. Dans leurs journaux, beaucoup décrivent la tension précédant le tir comme un état de transe. Rosa Chanina, l'une des plus remarquables du front, écrivit « Avant de tirer, la peur s'assoit avec moi, je la laisse être. Si je la rejette, je tremble. Si je l'accepte, elle disparaît. » Cette maîtrise d'elle-même était ce qui les rendait invincibles. L'Armée rouge, consciente du pouvoir symbolique de ces femmes, amplifia leur légende. Les actualités parlaient du « terror invisible soviétique ». La presse les présentait comme l'arme la plus élégante du front, une combinaison de précision, d'intelligence et de patriotisme. Mais la réalité était plus sombre. La peur n'était ni propre ni héroïque. C'était un poison qui contaminait tout. Certaines tireuses développèrent insomnie, hallucinations ou tremblements chroniques. Vivre si longtemps dans le silence de la chasse altérait l'esprit. La guerre psychologique payait son tribut même chez celles qui la maîtrisaient. Dans les rapports médicaux de 1944, plusieurs psychiatres militaires soviétiques décrivent un phénomène récurrent chez les vétéranes tireuses d'élite, l'immobilité post-tir. Après avoir éliminé un ennemi, beaucoup restaient immobiles pendant des heures, incapables de bouger, prises entre l'euphorie et le vide. Ce n'était ni faute ni remords, c'était la suspension du temps. Elles avaient transformé l'acte de tuer en un processus si précis qu'il frôlait le cérémonial. La peur était aussi un langage. Dans les duels de snipers, elle servait de moyen de communication. Deux tireurs pouvaient passer des jours à se traquer sans jamais se voir. Un simple mouvement, un réflexe, une vibration dans l'air suffisait. L'un savait que l'autre était là, attendant parfois, personne ne tirait. C'était un combat mental, une conversation silencieuse où la volonté de survivre se mesurait en secondes. Les tireuses ont appris à utiliser l'attente comme provocation, prolonger la tension jusqu'à briser l'adversaire. Dans cette guerre invisible, la victoire était psychologique bien avant d'être physique. Les lettres de soldats allemands capturés sur le front confirment cette terreur. On ne peut pas respirer. Nous sentons leurs yeux même la nuit. Ils ne bougent pas, ne parlent pas, ne tirent que lorsque nous voulons croire qu'ils ne sont plus là. Dans une autre lettre, un sous-officier suppliait sa femme de ne pas sortir seule dans la forêt car même les arbres ici semblent regarder. La peur avait cessé d'être une émotion. Elle était devenue une présence. Les tireuses soviétiques étaient devenues une extension du paysage, une partie de la nature hostile. La neige, la boue et l'obscurité étaient leurs alliés. À mesure que la guerre avançait vers l'ouest, l'effet psychologique augmentait. Les Allemands savaient que le territoire soviétique était rempli d'yeux invisibles.
Chaque colline pouvait cacher un tir, chaque ombre un réglage de mire. Dans cette symbiose avec l'environnement, la peur est devenue un art. Les tireuses n'avaient plus besoin de beaucoup bouger, leur réputation faisait le travail. La légende se répandait plus vite que les balles. Les rumeurs de tireuses capables de traverser un cœur à 1 kilomètre ou de tuer d'un seul tir l'officier le plus haut du bataillon circulèrent parmi les troupes ennemies. La propagande allemande tenta d'inverser cette peur, les décrivant comme fanatiques hystériques, mais personne n'y crut. Les hommes du front savaient que ces ombres ne crièrent pas. Elles attendaient seulement dans les villes libérées. Lorsque les soviétiques avançaient, de nombreux soldats allemands refusaient de se montrer aux fenêtres ou de sortir dans les cours, même après la fin des combats. La peur persistait au-delà de la bataille. Elle était l'héritage d'une guerre où l'ennemi n'était pas visible mais toujours présent. L'État soviétique avait compris une vérité fondamentale. La peur était un multiplicateur de force. Elle ne nécessitait ni munitions, ni transport, ni entretien. Elle était économique, efficace et contagieuse. Une poignée de femmes immobiles suffisait pour arrêter l'avancée de centaines d'hommes. Dans cette équation, la peur devint politique, militaire, mais aussi condamnation. Les tireuses vécurent avec ce silence même après la guerre. Elles retournèrent chez elles incapables de dormir, incapables de vivre dans des lieux où personne ne les observait. Certaines continuaient à se réveiller au moindre bruit, d'autres refusèrent de reprendre une arme. La peur, qu'elles avaient utilisée comme outil, resta avec elles comme une ombre. Dans les archives du musée central des forces armées à Moscou, une lettre anonyme datée de 1946 est conservée. Elle est écrite par une ancienne tireuse à son ancien commandant. « Il nous a appris que la peur était notre arme, mais il n'a pas dit qu'elle serait aussi notre blessure. » Avec la fin de la guerre en vue et l'ennemi enfin en retraite, la peur commença à se transformer en autre chose. Mémoire. Les femmes qui avaient vécu parmi les ombres commencèrent à écrire, à laisser un témoignage. Lettres, journaux, fragments de confessions s'accumulèrent comme les échos d'une génération qui avait appris à maîtriser la terreur et, en même temps, à craindre son retour. Récits personnels, journaux, lettres et mémoires. Les lettres commençaient souvent par des mots simples, comme « chère mère » ou « ma chère sœur », mais se terminaient par des phrases révélant un abîme intérieur. Rosa Chanina, dans son carnet de 1944, a écrit « Quand je tire, je ne ressens ni joie ni haine. Je sens que j'accomplis un devoir, mais parfois je me demande si c'est aussi ressentir. » Elle avait à peine 20 ans et comptait déjà plus de 50 morts confirmés. D'autres, comme Yelena Kolobaeva, écrivaient sur la solitude. Dans une lettre envoyée depuis le front de Carélie, elle avoua « Le plus difficile n'est pas de tuer, mais de ne pas pouvoir parler. Un jour passe, un autre aussi, et je n'entends pas ma voix. Juste le vent et le clic du verrou. » Pour beaucoup, le silence fut l'ennemi le plus cruel, pas l'Allemand caché dans les arbres, mais l'écho intérieur qui les accompagnait après le tir. Certaines de ces lettres ont survécu parce qu'elles ont été confisquées par la censure militaire, d'autres parce que leurs familles les ont cachées dans des boîtes, entre des photos et des médailles. Aujourd'hui, elles reposent dans des musées ou des archives. Écrites au crayon sur du papier jaunissant, elles révèlent le ton d'une génération qui a appris à écrire au bord de la mort. Il n'y a pas de dramatique, seulement une constatation. Aujourd'hui, j'ai tué 2 personnes, le 3e s'est échappé. Je n'ai pas dormi. Demain, je ferai mieux le calcul, nota Nadejda Belkina en janvier 1943. La précision du langage militaire avait contaminé sa vie. Les émotions se comptaient en chiffres. Certaines dessinaient de petites cartes ou des croquis du terrain à côté des noms de leurs victimes. C'était leur façon de se souvenir de l'ordre dans un monde chaotique. Les journaux reflètent aussi la camaraderie. Pendant les pauses entre les missions, les femmes partageaient du pain congelé, se coiffaient mutuellement ou chantaient des chansons de jeunesse. « Nous rions quand le vent change », écrivait une tireuse de Leningrad. C'est la seule chose qui bouge encore sans ordre. Cette humanité persistante, cachée sous l'uniforme, les gardait en vie. Cependant, avec le temps, la culpabilité commença à s'infiltrer dans les récits. Dans les textes d'après-guerre, on perçoit une note différente. Mélancolie, distance, une sorte de vide moral. Nous étions précises, mais nous n'avons jamais su en quoi cela s'est transformé ensuite.
Le silence après la victoire était aussi lourd que celui de la guerre. Personne ne voulait écouter leurs histoires. Certaines tentèrent de reconstruire leur vie civile. Elles se marièrent, travaillèrent, élevèrent des enfants. Mais la nuit, elles continuaient de regarder à travers la lunette. « Parfois, je ferme les yeux », confessa Klavdia Kalugina, une des survivantes, « et je sens que je continue de viser. Pas un ennemi, mais le passé. » Les journaux, les lettres et les mémoires forment aujourd'hui la voix la plus pure de ces femmes. Sans héroïsme, sans artifice, elles racontent une guerre personnelle dans la guerre collective. La précision de leurs tirs s'est transformée en précision du souvenir, chaque phrase une visée sur la douleur. Dans ces pages, il n'y a pas de gloire, seulement le témoignage. Des femmes qui ont appris à regarder sans cligner, à vivre sans bruit, à disparaître quand tous les regardaient. Leur mémoire, fragmentée et silencieuse, est peut-être le portrait le plus fidèle du prix de la victoire. Mais la guerre n'était pas encore terminée. Et pour beaucoup d'entre elles, survivre ne signifiait pas revenir. Celles qui rentrèrent chez elles découvrirent que le pays qu'elles avaient juré de protéger n'avait plus de place pour elles. La fin de la guerre est le destin des survivantes. Lorsque, en mai 1945, l'Union soviétique célébra sa victoire sur l'Allemagne, les rues de Moscou, Kiev et Minsk se remplirent de drapeaux et de chants. Mais parmi les millions de visages souriants, certains restaient silencieux. Les tireuses d'élite, qui pendant 4 ans avaient servi sur les fronts les plus durs, revenaient sans savoir comment réintégrer le monde civil. Le fracas des défilés ne pouvait effacer l'écho de leurs tirs. L'État avait eu besoin d'elles lorsque la patrie saignait, mais ne savait plus quoi en faire. Les unités féminines furent dissoutes peu après la victoire. Les postes militaires furent de nouveau occupés par des hommes. Beaucoup se virent retirer leurs grades, leurs uniformes et, avec eux, l'identité qu'elles avaient construite sur le champ de bataille. Dans les villages, pauvreté et méfiance les attendaient. Certaines furent accueillies avec fierté, d'autres avec suspicion. La société soviétique ne comprenait pas encore comment une femme pouvait avoir tué tant d'hommes tout en restant mère, épouse ou enseignante. Rosa Chanina mourut avant de voir la fin, abattue par l'artillerie en Prusse orientale. Lyudmila Pavlichenko, devenue légende, donna des conférences et écrivit ses mémoires, mais finit recluse dans un modeste appartement de Moscou, marquée davantage par les blessures de l'âme que celles du corps. Klavdia Kalugina, l'une des plus jeunes, survécut au front et vécut jusqu'à un âge avancé, mais parlait rarement de ses années de combat. Elle disait que, lorsqu'elle fermait les yeux, elle continuait à regarder à travers la lunette. Le silence devint son uniforme. Pendant les décennies suivantes, la propagande soviétique exalta l'héroïsme collectif, mais évita de s'attarder sur les histoires individuelles. Les tireuses d'élite étaient représentées sur des affiches, pas dans des livres. Lors des cérémonies officielles, leurs noms étaient prononcés aux côtés de milliers de soldats, comme si l'anonymat était une autre forme de discipline. La mémoire officielle préférait le mythe à la vérité. Dans les années 50, certaines vétéranes furent invitées dans les écoles pour raconter leur expérience. Les enfants les écoutèrent fascinés, mais les questions étaient toujours les mêmes. Combien a-t-elle tué? Avait-elle peur? A-t-elle déjà pleuré? Elle répondait peu. Elle savait que l'histoire n'était pas intéressée à comprendre, seulement à admirer. Dans l'intimité, le retour fut plus difficile. Beaucoup portaient des traumatismes silencieux, insomnie, tremblements, incapacité à supporter le bruit des feux d'artifice. Le diagnostic n'existait pas, mais le mal était évident. Certaines s'isolèrent, d'autres buvaient pour dormir, d'autres écrivaient sans publier. En Union soviétique, il n'y avait pas de place pour la vulnérabilité. Elles avaient été des héroïnes, on ne leur permettait pas d'être humaines. Avec le temps, les rares survivantes devinrent des témoins vivants d'un chapitre que le pays avait préféré oublier. Dans les années 1980, lorsque les archives commencèrent à s'ouvrir, les historiens découvrirent l'ampleur du phénomène. Plus de 2000 tireuses formées, environ 500 décorées et des centaines disparues sans enregistrement. Leur contribution avait été cruciale dans des dizaines de batailles, mais leurs noms avaient disparu des rapports. À la fin du XXe siècle, la Russie et l'Ukraine commencèrent à ériger des monuments en leur honneur. À Sébastopol, une statue en bronze montre une femme avec son fusil appuyé, le regard perdu à l'horizon. Elle n'a pas de nom, car elle représente toutes.
Son visage est serein, mais ses yeux, vides, semblent chercher encore quelque chose qui ne revint jamais. Les tireuses soviétiques n'ont pas seulement remporté des batailles. Elles ont gagné une place dans l'histoire que personne ne leur avait offerte. Elles furent la voix silencieuse d'une guerre qui les façonna et les oublia à la fois. Elles revinrent du front sans médaille visible, mais avec une certitude impossible à effacer. Au moment le plus sombre du siècle, quand la mort régnait sur l'Europe, elles apprirent à regarder le néant droit dans les yeux et à ne pas cligner.